Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bonjour, bienvenue sur Radio Galère dans l'émission du collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, la demi-heure radioactive, qui est normalement diffusée les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Aujourd'hui, cette émission durera exceptionnellement 1 heure, car il nous semblait important de prendre le temps de refaire un point sur la situation à Fukushima exactement 5 ans après le début de la catastrophe nucléaire, le 11 mars 2011. Alors, ces dates anniversaires sont de fait les seuls moments où les médias daignent évoquer la dangerosité du nucléaire et le sort des victimes des catastrophes nucléaires. Mais c'est aussi un moment privilégié pour les promoteurs de l'atome pour occuper l'espace médiatique afin de nous rassurer et de tenter de démontrer l'impossibilité matérielle de se passer du nucléaire en France. Je pense en particulier à un pro-nucléaire déguisé. Il s'agit de François-Xavier Ménage, qui est journaliste animateur de l'émission Capital et qui sévit sur tous les plateaux télé en ce moment pour y faire la promo de son livre récemment sorti sur Fukushima. Alors, je passerai sur les approximations techniques, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il conclut tous les entretiens en expliquant qu'il n'est pas antinucléaire, car l'affaire est bien trop complexe pour lui. Alors on se demande comment et pourquoi il a cru bon d'écrire un livre sur Fukushima. Bon, un autre exemple parmi tant d'autres, l'autre soir sur la BBC, on a vu un médecin anglais se promener tranquillement dans une ville toute proche de la centrale de Fukushima Daiichi et qui déclarait avec un compteur Geiger à la main, en guise de preuve scientifique, que c'était un gâchis de voir cette ville abandonnée et que le gouvernement japonais devrait faire tous les efforts pour faire revenir les habitants en masse. Les évacués souffrent clairement de radiophobie. La peur et l'angoisse par rapport au nucléaire seraient plus dangereux que les effets de la radioactivité. Alors nous, dans cette émission, ici évidemment, c'est cette propagande permanente que nous dénonçons. Nous dénonçons le fait que les instances qui sont censées nous représenter et défendre nos intérêts, en fait, portent atteinte à nos vies en nous soumettant à des dangers inacceptables. Alors aujourd'hui, nous sommes en direct du Japon avec Cécile Azanuma-Brice. Cécile est chercheure en sociologie urbaine associée au centre de recherche de la maison franco-japonaise de Tokyo et au laboratoire Clercé de l'université de Lille. Elle est auteure de nombreux articles sur Fukushima que vous pouvez en particulier retrouver sur son blog Mediapart. Et nous sommes aussi avec, et on remercie Cécile d'avoir veillé pour être avec nous aujourd'hui. Merci. Et on a aussi en ligne Roland Daibord, qui est physicien, qui est président de la CRIRAD. Alors la CRIRAD, c'est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'est une commission qui a été créée au lendemain de Tchernobyl. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose dans un premier temps de développer peut-être avec Roland Daibord les aspects technique de la catastrophe. Et puis, Cécile, tu es la bienvenue, évidemment, ayant vécu le 11 mars en direct au Japon pour participer. Et puis, avec Cécile Azanuma-Brice, on parlera des mesures prises pour protéger entre guillemets, la population des dégâts sanitaires. Et puis, les méthodes mises en place pour favoriser le retour des populations. Voilà, bon, mais... Roland, à toi. Rapidement, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qui s'est passé dans cette centrale de Fukushima Daiichi le 11 mars 2011 et les jours qui ont suivi pour que tout le monde se remette ça en tête? Ok, bonjour à tous et merci de l'invitation. Oui, le 11 mars, d'abord c'est un gros séisme important et un tsunami, puisque ce séisme a lieu légèrement au large des côtes du Japon, qui fait que souvent à la suite de ça, d'un séisme, on a une grosse vague qui arrive.
Ça, évidemment, ça fait plusieurs milliers de morts. L'eau pénètre à l'intérieur des terres assez profondément. Il se trouve que dans la zone, il y a une centrale nucléaire qui s'appelle Fukushima Daiichi et qui comporte 6 réacteurs nucléaires et dont 4 sont carrément au bord de l'eau, c'est-à-dire au niveau de la mer. Évidemment, la centrale est inondée, mais les réacteurs étaient arrêtés. Donc, normalement, par le séisme, il y a des arrêts automatiques qui se font dans ce cas-là. Par contre, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, tout le monde le sait, c'est qu'il faut continuer à refroidir le cœur qui est encore chaud. Sinon, il faut évacuer de la chaleur, quoi. On a besoin pour ça d'un peu d'électricité et un peu d'eau pour refroidir. Le problème, c'est que on n'a pas d'électricité puisque le cœur est arrêté, les réacteurs sont arrêtés, et que derrière, juste derrière la centrale, le réseau n'est pas très accessible. Hein. Il y a eu quelques dégâts, pas très très loin, mais quand même suffisamment pour qu'on n'ait pas d'électricité sur place. Il est prévu des groupes électrogènes dans ce cas-là. Bon, par l'exploitant, pour prendre le secours. Il y en a sur toutes les centrales nucléaires. Sauf que là, manque de bol, l'exploitant les a mis dans des fosses qui sont en dessous du niveau, ce qui fait que l'eau les a complètement submergés et ils sont hors d'usage. Donc, il faut d'urgence trouver un peu d'électricité. Et l'eau, on en a puisqu'on est au bord de la mer. Donc, c'est pas un problème d'eau, mais c'est surtout un problème d'électricité. Et là, moi, je suis surpris, comme tout le monde, je constate que, puisqu'on suit les événements un peu en direct, on est à l'heure d'Internet, de la télévision, on n'est plus en 86 comme au moment de Tchernobyl. Et là, on a des images, et puis on dit, les Japonais, ils vont bien trouver un moyen pour amener un groupe électrogène, là, ou deux. Après tout, quelques kilomètres à l'intérieur, la vie est presque normale. Bon. Or, pas du tout. C'est là où je suis toujours interrogatif aujourd'hui. C'est pourquoi TEPCO, l'exploitant de la centrale, n'a pas mis des moyens, c'est pas surhumains, mais des moyens, simplement pour amener des groupes électrogènes, tirer une ligne peut-être, etc., pour amener le peu d'électricité indispensable. Et comme il ne l'a pas fait, et contrairement à tout ce que les gens du nucléaire savent, il ne l'a pas fait. Eh bien, ce qui devait arriver arriva, comme on dit en rigolant, mais là, on ne rigole pas, c'est qu'il y a surchauffe du réacteur et explosion à l'intérieur du bâtiment réacteur par le mélange de gaz hydrogène-oxygène qui endommage le réacteur. Et là, la catastrophe commence. La catastrophe nucléaire, cette fois, commence. Voilà à peu près le scénario. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. D'accord, ça veut dire que les cœurs du réacteur rentrent en fusion, c'est ça? Alors, par chance, sur les 4 réacteurs qui sont au bord de l'eau, il y en a un qui était arrêté. Donc, lui, c'est pas trop posé de problème. Par contre, les 3 autres étaient en pleine production. Donc, les cœurs, on ne peut pas les refroidir. Et dans ce cas-là, puisque tout est endommagé à l'intérieur du bâtiment, et donc la température monte, puisqu'il y a production encore d'énergie de chaleur à l'intérieur des combustibles, et cette température qui monte, mais de l'intérieur, c'est pas une température qu'on monte quand on met une casserole sur la cuisinière, on dit la température monte, il suffit de couper le gaz, ça s'arrête. Là, c'est la température, c'est la chaleur qui vient de l'intérieur du combustible, et comme on ne peut pas le refroidir, la chaleur n'est pas évacuée, donc la température monte, et dans ce cas-là, on atteint assez rapidement les 2000 degrés, qui est la température de fusion des pastilles d'uranium. La gaine elle-même a fondu déjà bien avant, et ce qui fait que l'ensemble des pastilles d'uranium de chaque cuve de réacteur va se retrouver en tas au fond de la cuve. Et là, même si on commence à utiliser de l'eau, etc., la température continue à monter, mais même si on arrive à amener de l'eau, parce qu'en fait les Japonais, après, ils ont bien réussi quand même à amener un peu d'électricité et à injecter de l'eau, sauf que là c'est trop tard. On ne peut plus rien faire, puisque même si vous balancez de l'eau froide, vous n'arrivez pas à refroidir le cœur du corium, qui est le combustible rassemblé en boule au fond de la cuve. Et comme la température monte, on est en contact de la cuve en acier, l'acier va se mettre à fondre, et progressivement, ce cœur va commencer à descendre à travers la cuve, et
Et voilà. Et par contre, on ne sait pas du tout comment aujourd'hui il est ces trois réacteurs, ces trois cœurs de réacteurs. Où est-ce qu'ils en sont? On sait qu'ils ont traversé la cuve, on en est à peu près sûr. Est-ce qu'ils ont traversé la dalle en béton qui est dessous? Ça, on n'en est pas sûr. En tout cas, on ne peut pas y aller. Et on est condamné depuis 5 ans à injecter de l'eau contaminée, de l'eau propre, pardon, et récupérer de l'eau contaminée. On sait qu'il enfuit de l'eau contaminée il continue à se produire de la chaleur dedans, donc de la radioactivité. Il enfuit directement dans l'océan. Et puis on en récupère un petit peu quand même. Donc on s'est mis à construire des cuves sur le site, des cuves de 1000 mètres cubes chacune, 1000 mètres cubes, je ne sais pas si vous voyez, hein, donc ça fait 1 million de litres. Et on est bientôt à 1000 cubes de 1000 mètres cubes qui se remplissent un petit peu tous les jours. Et se posera la question rapidement, c'est est-ce qu'on continue à faire les shadocks ou est-ce que on va pas, il va bien falloir trouver une solution pour cette eau contaminée. Et de plus en plus, on nous habitue à l'idée qu'on va bien ouvrir les vannes pour faire écouler toute cette eau dans l'océan Pacifique. Voilà la situation. Et ce qui s'est passé 3 jours après ou 2 jours après, c'est qu'il y a eu des grosses explosions, hein, des explosions d'hydrogène qui ont soufflé carrément les toits, les bâtiments. Alors, à la fois pendant qu'il y a eu la panne et puis pendant l'explosion d'hydrogène, qu'est-ce qui a été rejeté là dans l'air Il a rejeté des gaz et des poussières radioactives qui étaient dans le cœur du réacteur. Là, Tchernobyl, c'était un incendie. Il a fallu éteindre l'incendie. Ça a été un peu long. Mais les Russes ont mis les moyens pour y arriver. Là, on n'est pas devant un incendie, il n'y a pas de graphite dedans pour brûler, mais on est bien à la fabrication, la dissociation de l'eau en hydrogène-oxygène amène à un mélange explosif d'une violence assez incroyable. On connaît les explosions d'hydrogène, c'est assez spectaculaire. Donc, c'est cette explosion qui a provoqué le délabrement des bâtiments. Et du coup, les difficultés pour accéder, d'abord libération de la radioactivité, et difficultés pour accéder à l'intérieur des bâtiments. Donc on peut dire que c'est là que les gens ont pris le plus de doses de radioactivité, à ce moment-là. Alors, c'est souvent dans la phase qu'on appelle d'urgence, c'est-à-dire la première, où la radioactivité est dans l'air. Et là où on a deux voies d'accès pour la radioactivité, c'est le rayonnement direct émis par les atomes radioactifs pour les gens qui sont dehors. C'est pour ça qu'il vaut mieux se mettre dedans dans ces cas-là. Et puis, la deuxième voie, c'est le fait qu'on va respirer, hein, on ne peut pas vivre sans respirer, et que les poussières radioactives étant dans l'air, eh bien, on va commencer à se contaminer à l'intérieur du corps, hein, et de la radioactivité. Puis viendra la contamination par l'alimentation, puisque cette radioactivité ne reste pas dans l'air, elle va se déposer au sol. Et là, au sol, elle va se déposer sur les plantes que l'on va manger et ingérer derrière. Et donc là, on va être contaminé interne par ingestion. Peut-être, Cécile, tu peux nous raconter... Je ne sais pas, tu étais au Japon, toi, à ce moment-là? Oui, bien sûr. Tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu ça, et puis, puis en fait, qu'est-ce qu'on vous racontait, qu'est-ce qu'on vous disait? Comment j'ai vécu ça, ce qu'on nous racontait, c'est-à-dire que moi à l'époque j'étais pas du tout concernée, malheur à moi, sur des histoires nucléaires, et donc mon premier réflexe a été de rechercher l'information auprès de l'ambassade de France et auprès de l'IRSN, et ma plus grande surprise a été de voir que l'IRSN ne faisait que diffuser la homepage de TEPCO qui était en anglais, puisqu'il n'avait personne sur le terrain, il n'avait pas le droit de faire de contre-expertise. Donc alors qu'on disait en France qu'on nous mentait ici au Japon et que la situation était bien plus grave que ce qu'on pouvait nous dire, finalement les informations qui étaient données en France étaient exactement les mêmes. Et ça a été mon premier déclic pour commencer à m'investir dans toute cette histoire. Pour reprendre un petit peu ce que disait Roland tout à l'heure, effectivement, là, maintenant c'est officiel,
le directeur en chef de la commission de la centrale nucléaire de Fukushima, M. Masuda Naohiro, a confirmé le 2 mars 2016 que les 3 cœurs des réacteurs 1, 2 et 3 avaient bien fondu, mais qu'on ne savait pas où ils se trouvaient. Et donc, dans de telles conditions, on peut considérer qu'il est assez difficile de continuer à rassurer les foules. Qu'est-ce qui s'est échappé de la centrale? Nous, notre problème essentiel, c'est le césium-134 et surtout le césium-137, qui ont une durée de vie de 30 ans et qui, malgré une les politiques de décontamination de vie, oui, dont on parlera tout à l'heure, certainement, persistent dans tous les territoires qui ne peuvent pas être décontaminés. Et est-ce que vous pensez, enfin l'un et l'autre, que les experts, là, enfin le gouvernement, etc., ont été complètement dépassés par la situation au moment de la crise, là, enfin vraiment au moment dans les quelques heures qui ont suivi? Et puis aussi, comment est-ce que les populations ont été évacuées à ce moment-là? Est-ce qu'on leur a donné des pastilles d'iode? Tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger? Non, bien sûr, le grand scandale, c'est qu'on ne leur a pas distribué de pastilles d'iode, comme ça a été dit maintes fois. Que le gouvernement a été dépassé par la situation, certainement. Et puis, il y a eu des mauvais choix qui ont été faits, qui se sont cumulés. Il y a eu une très mauvaise coordination entre à la fois les gens de TEPCO, à la fois le gouvernement, avec des décisions politiques qui s'affrontaient aux décisions techniques et ça fonctionnait pas du tout. Et ça ne fonctionne toujours pas dans la gestion, puisque ce qu'on peut voir, c'est qu'il est évident maintenant que d'un point de vue scientifique, et ça a été prouvé par multes scientifiques indépendants, que la situation est dangereuse, alors que les décisions politiques, elles poussent les gens à revenir vivre sur des territoires contaminés. Et donc, on a parlé aussi à un moment donné, en mars 2011, de l'évacuation de Tokyo, 35 millions, je crois, d'habitants. C'était, je sais pas, peut-être, c'est à la fois technique et peut-être. Pourquoi est-ce qu'on a pensé à ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont pensé à ça? Pourquoi est-ce que le gouvernement a envisagé? Comment dire, le nuage c'est bien sûr réparti essentiellement dans l'océan. Néanmoins, il y a eu d'abord un premier dépôt au nord de Fukushima, dans les régions qu'on appelle Namie, Itate, etc. Et puis, il y a eu un retour vers le sud. Vers le sud, ça veut dire tout le nord de Tokyo, qui a été extrêmement touché. Donc, on a des zones où il y a des hotspots. Au nord de Tokyo, dans une ville qui s'appelle Chiba, à Matsudo, pour être plus précise, où on a des taux qui sont équivalents de ce qui est tombé tout à côté de la centrale qu'on a évacué. Mais par contre, comme c'est au nord de Tokyo, on n'a pas évacué ces zones-là où les gens ont continué à vivre pendant 5 années sans avoir ni de subventions leur permettant de partir. Enfin, il n'y a absolument rien de prévu pour eux. Il faut savoir, c'est que une chance pour les Japonais, la grande majorité du temps, les vents soufflent vers l'océan. Alors, c'est pas bien, mais en même temps, c'est pour le Japon, ça a permis d'éviter beaucoup de dépôts au sol sur le territoire japonais. Donc, comme l'a dit Cécile, d'abord il y a eu plutôt il y a eu 2 épisodes, si vous voulez, où les vents ont tourné vers l'intérieur. Un épisode vers le nord, légèrement ouest, pardon, et puis un épisode vers le 20 mars du côté de Tokyo, vers le sud, donc ouest. Et là, si cet épisode-là avait persisté pendant quelques jours, il a été réel, mais pas suffisamment pour qu'on prenne vraiment la décision d'évacuer Tokyo, en admettant que ce soit possible. Mais heureusement, c'est un événement qui n'a pas duré très longtemps, qui a marqué la région, et que Cécile l'a très bien dit. Et aujourd'hui encore, quand vous allez dans la banlieue de Tokyo, dans les zones naturelles, les parcs et les jardins, vous trouvez encore un marquage aujourd'hui de cet événement-là. Mais une chance pour les Japonais, c'est que 90% du temps, les rejets
aériens se sont faits dans le Pacifique. Une chance, moi une chance pour le nord-ouest des États-Unis, parce que la région de Seattle en particulier a été bien impactée, je crois. Absolument. Cette radioactivité-là, elle n'a pas disparu dans le Pacifique. Ouais. Évidemment. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. On a vu que les cœurs en fusion, ils sont toujours en fusion et puis ils savent pas faire. On a vu que quoi en faire, et ça, on voit que l'eau, on la stocke, hein, l'eau contaminée, on la stocke avant de la balancer dans le Pacifique. Je pense effectivement c'est probablement ce qui va arriver. Et puis il y a toute la terre qui est décapée. C'est pas ce qui va arriver, c'est ce qui se passe. Déjà, oui. C'est-à-dire que régulièrement, on a des annonces dans les journaux qui nous disent on a vidé tant de mètres cubes d'eau contaminée dans l'océan. En fait, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, par rapport au début de l'accident, il y a une chose qui a évolué, c'est que toute l'information, elle est accessible à tous. Rien n'est caché. Et c'est ça en fait qui est extrêmement perturbant dans tout ça. C'est que pour tous ceux qui veulent se donner un petit peu la peine de chercher l'information, elle est là, l'information. Elle est là, et pourtant, où est la révolte ? Où est la révolte ? Alors, j'exagère un petit peu en disant ça parce qu'il se trouve que on a appris hier que les 2 réacteurs d'une centrale qui se trouve à Takahama, qui venaient juste d'être remis en marche, ont été arrêtés par décision judiciaire. Tout ça grâce au travail d'un network d'avocats qui font tout le travail nécessaire pour essayer de faire en sorte que le nucléaire ne puisse pas reprendre au Japon. Et manifestement, ils ont remporté une première bataille hier, donc c'est à souligner. Je veux dire, on veut nous faire croire que c'est absolument rédhibitoire et qu'il faut continuer quoi qu'il arrive, et que c'est comme ça, et parce que c'est pas autrement en gros. Mais c'est pas le cas. Les gens ici continuent quand même d'élever la voix. Il y a des combats, il faut les souligner, parce que manifestement, ils portent quand même leurs fruits, même si ça reste limité. Bon, on aimerait bien avoir un réseau d'avocats antinucléaires en France, mais oui, je voulais aussi parler, de la décontamination, de cette histoire de décontamination des sols. Oui. Bon, peut-être, j'aimerais bien en fait que peut-être Roland, tu nous reprécises par rapport aux divers radioéléments. Je vais essayer de pas faire des liaisons n'importe comment, comme le césium, le plutonium, etc. Ce que c'est et ce que ça peut induire comme dégâts au niveau de la santé. Alors, en cas de catastrophe nucléaire, de cas comme Fukushima, il y a des rejets radioactifs et il y a un cocktail de radioéléments, c'est-à-dire un mélange d'éléments qui sont plutôt volatiles, genre iode, genre krypton, plutôt gazeux ou forme semi-gazeuse, et puis des éléments sous forme de poussière, donc plutôt aérosol, donc plutôt solide. Donc ils vont se déposer de manière un peu différente, suivant la pluie, suivant l'altitude, suivant différents facteurs. Ils vont se déposer au sol. De toute façon, ils ne vont pas rester en suspension dans l'air. À un moment donné, on va les retrouver donc quelque part dans notre assiette, donc dans notre corps. Donc c'est là qu'ils vont avoir une action, ils sont tous radioactifs ces éléments-là, mais ils vont avoir des actions différentes dans le corps, suivant que d'abord on est un vieux ou on est un jeune, un adulte ou un enfant, suivant la nature du radioélément, donc suivant là où il va aller se fixer dans l'organisme, combien de temps il va y rester. Et puis sous sa forme chimique aussi qui peut intervenir. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui vont amener des dégâts dans les cellules de notre corps. Alors évidemment, on pense à l'iode 131, iode radioactif par rapport à la thyroïde, mais le césium, lui, n'a pas officiellement d'organe cible, mais quand même, on sait qu'il a une action au niveau du cœur. Ça a été démontré en Biélorussie, le cœur des enfants en particulier. Le strontium, c'est plutôt les os, la moelle osseuse, donc, etc. Donc il y a des organes un peu plus ciblés que d'autres, sur lesquels les dégâts vont être...
Et puis on a des organes qui sont de radiosensibilité très différente, c'est-à-dire que le même nombre, la même radioactivité arrivant dans une thyroïde ou dans la moelle osseuse va pas faire les mêmes dégâts que sur la peau. Va faire beaucoup plus de dégâts dans certains organes que d'autres. Et c'est l'ensemble de tout ça qui va permettre d'évaluer les conséquences sanitaires. Après, je sais pas si on va peut-être en parler après. Voilà, le mécanisme en quelque sorte d'action, c'est les rayonnements qui sont dangereux, qui présentent des risques, et pas la radioactivité. J'aime bien faire la différence. La radioactivité, c'est des atomes, ils sont radioactifs, ils sont instables. On sait qu'à un moment donné, ils vont se transformer, ils vont disparaître, ils vont transmuter. Mais le problème, c'est qu'en se transmutant, en se transformant, ils vont émettre des radiations. Et c'est elles qui vont poser problème à l'organisme qui est à proximité. Bien, donc à Fukushima, autour de Fukushima, il y a de la radioactivité encore évidemment dans le sol. Absolument. D'où les tentatives de décontamination du sol pour que les gens puissent revenir vivre. Je voulais juste te dire, par l'iode 131, c'est sûr qu'aujourd'hui, il ne pose plus de problème parce que pratiquement, il n'en est plus rejeté, mais il en rejette encore, puisqu'il y a encore des réactions nucléaires à l'intérieur de la centrale, puis il y a encore de la chaleur produite. Mais c'est quand même des quantités beaucoup plus faibles. Ce qui reste aujourd'hui, c'est les radioéléments à vie plus longue, comme le césium 137, 134, 190, et proche de la centrale, les particules les plus lourdes, et tu as évoqué le plutonium, évidemment, ça en fait partie. Et non des moindres. Et voilà. Oui, alors sur cette histoire de décontamination qui est en fait une tentative de rassurer les gens pour qu'ils puissent revenir chez eux, je sais pas, quelqu'un veut... Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que au monde de Sisyphe, l'éternel rangement répond de l'absurde, pour reprendre les termes de Camus. C'est-à-dire qu'on a plus de 9 millions de sacs poubelles comprenant 1 mètre cube de déchets contaminés qui sont répartis sur... Attention, tenez-vous bien, 114 700 sites au sein de la préfecture de Fukushima. Ça, c'est des chiffres qui datent de fin septembre 2015. Alors, ces sacs plastiques, ils renferment un temps la terre et les déchets radioactifs. Mais la terre ayant laissé ses graines germer au gré des saisons, les pousses difformes les ont éventrées pour laisser se répartir à nouveau les débris contaminés, cette fois au gré des vents. Donc, c'est des chiffres absolument hallucinants qui engendrent un coût qui n'en est pas moins exorbitant pour toute cette politique totalement chimérique qui voit son budget plafonné à 91 milliards de yens. Ça fait en euros à peu près 727 millions d'euros pour 2016, soit au total depuis 2011, les dépenses pour la décontamination s'élèvent à 1,5 milliard d'euros. Cette politique de décontamination qui berne les esprits en leur inculquant que tous les efforts sont faits pour protéger la vie, on le sait, n'a qu'un seul but, à savoir rassurer les populations pour mieux les contraindre au retour. Alors, toute cette politique, elle est mise en scène et vient notamment la communication sur le risque dans la société du spectacle dont nous faisons partie depuis maintenant bien longtemps. Et donc, ça se... on le voit à travers des discours qui sont tenus de plus en plus pervers, assurant par exemple que le risque sismique ou celui d'une éruption volcanique serait plus prégnant que le risque nucléaire, dixit le docteur Kumagai Tomohiro, qui est neurologue à l'université médicale de Fukushima, ou encore que l'obésité et la tension sanguine conséquente du manque de sport, puisque les personnes vivant dans les logements provisoires sur les zones contaminées limitent leur sortie à l'extérieur, serait plus néfaste que l'irradiation. Cette fois, c'est le docteur Tsubokura Masaharu qui nous dit ça. Alors lui, il pratique à l'hôpital général de Minamisoma et il vient de l'université de Tokyo, ou encore en enseignant aux élèves des écoles primaires du département de Fukushima les méthodes pour filtrer le césium se trouvant dans la terre. Ça, ce sont des workshops qui sont organisés par le professeur Mizoguchi Masaru, qui lui aussi vient de l'université de Tokyo. Vous remarquez que tous ces braves gens viennent de l'université de Tokyo, et c'est certainement pas pour rien. L'université de Tokyo s'est pris en passion pour la campagne depuis 2011, et ça m'intrigue toujours.
Il en est d'autres, toujours de l'université de Tokyo, comme le professeur Hayano Ryugo, qui alors lui est un fervent acteur du programme Ethos Fukushima que j'ai évoqué oui, on va en reparler tout à l'heure, plus en détail. dans de nombreux articles, qui habilement ont fait signer un rapport sur la radioactivité et ses bienfaits sur la santé par des lycéens du département de Fukushima, entre autres, mais également des lycéens français, américains et biélorusses, avec qui ils organisent des workshops organisés par le CIPR et le programme Ethos, leur permettant de publier leurs œuvres dans un journal scientifique international et les mettant en scène lors d'une conférence de presse au Foreign Correspondence Club of Japan en décembre 2015. Car en fait, tous ces petits soldats de la politique en faveur de la continuité du nucléaire ont bien compris le message concernant les générations futures et n'ont de cesse de les préparer à toujours mieux accepter leur avenir irradié à défaut d'être radieux. Bien. Je voulais juste préciser, ce que c'est que la CIPR pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant. C'est la Commission internationale de protection radiologique, qui est une association, une organisation internationale non gouvernementale, mais qui est sous forme d'association, voilà, et dont les membres sont cooptés et qui fixe, qui émet des recommandations concernant les mesures de l'exposition au rayonnement ionisant. Donc, oui, alors, Roland. Oui. Je veux dire, cette CIPR, autrefois, elle est née dans les années 30, donc pas d'aujourd'hui. Elle a fait, je pense, évoluer pas mal de choses. C'était des vrais médecins au départ, dont l'objectif était plutôt la santé des populations. Elle a fait évoluer jusqu'à Tchernobyl. Elle a fait évoluer par ses recommandations souvent pertinentes des normes qui allaient plutôt globalement dans le bon sens, sauf que les exploitants du nucléaire ont parfaitement compris qu'il y avait un enjeu très important, parce qu'à partir des années 85-90, cette CIPR commençait à recommander des normes beaucoup plus basses pour le public, pas pour être plus prudent, mais parce qu'on avait sous-évalué les risques. Et que fixer des normes plus basses sur les limites de dose, etc., ça voulait dire commencer à gêner le nucléaire. Et du coup, les pro-nucléaires ont dit qu'il y avait un enjeu très important à être présent là-dedans. Et donc, aujourd'hui, depuis les années 90, donc juste après Tchernobyl, la CIPR est complètement infiltrée par le lobby nucléaire. C'est pour ça que si vous avez suivi un petit peu l'histoire de la CIPR, il y a un renversement total de la situation à partir des années 90. Et aujourd'hui, la CIPR marche main dans la main au Japon comme ailleurs, avec les pro-nucléaires les plus farouches. Nous sommes bien protégés. Donc, je voulais, excusez-moi, je reviens sur cette histoire de décontamination parce qu'on nous explique à longueur de journée que ça va bientôt être propre, que les gens peuvent revenir parce qu'on a décontaminé les abords de leur maison. Est-ce que c'est possible de décontaminer ? Non, c'est pas possible de contaminer, c'est évident. Il est impossible. C'est-à-dire qu'on a décontaminé les cours d'école, on a décontaminé les voies centrales, on a fait décontaminer parfois des élèves. Leur propre école ou bien la fameuse nationale qui longe la côte. Ça a fait scandale ici, mais néanmoins, ça a fait scandale une fois que la chose était faite. Mais par contre, impossible de décontaminer les montagnes. Je vous rappelle que le Japon, c'est 70% de montagnes, donc il y en a partout. Les forêts, c'est absolument impossible. Donc quand on nous dit qu'il est possible de rentrer parce que les zones ont été suffisamment décontaminées, et quand on voit effectivement les tonnes de sacs de terre décontaminés, on a tendance à vouloir y croire, sauf que encore une fois, donc c'est ça que se déchire, donc c'est uniquement de l'apparence. Et puis par ailleurs, je vous rappelle qu'on a deux saisons de typhons ici au Japon, durant lesquelles on a vu ces fameux sacs flotter dans les cours d'eau. Par ailleurs, la semaine dernière, un des sites d'entrepôt des sacs contaminés a pris feu.
Bon, bref, ça fonctionne absolument pas. D'autre part, le professeur Imanaka Tetsuji, qui est lui professeur en physique du nucléaire à l'Institut de recherche sur les réacteurs nucléaires de l'Université de Kyoto, a fait une intervention le 27 février dernier où il expliquait bien la situation en disant que quoi qu'il en soit, on a par endroit des taux qui sont toujours 10 à 20 fois supérieurs au taux d'avant l'accident. Et donc, selon lui, la politique du refuge reste d'actualité, d'autant qu'il est totalement impossible d'enlever toute la contamination. Ce n'est pas raisonnable de pouvoir penser ça. Alors, excusez-moi, pour revenir là-dessus, les gens ne sont pas totalement dupes, puisque en fait, dans les sondages qui sont faits, il n'y a pour l'ensemble des communes sur lesquelles que l'on a interrogé que 10 à 20% de la population qui souhaite rentrer. Donc c'est un nombre extrêmement limité. Et puis par ailleurs, comment dire, ces gens, donc je voudrais mettre l'accent là-dessus parce qu'on a toujours l'impression et on fait toujours passer le message que les Japonais ne font rien et qu'ils se laissent complètement abattre. C'est pas tout à fait le cas. Donc là, le gouvernement a dit qu'il allait rouvrir la totalité de la zone d'évacuation en mars 2017 afin de tout ranger avant les Jeux Olympiques qui auront lieu en 2020. Ces Jeux Olympiques qui auront pour but essentiel de souffler l'amnésie nécessaire sur tout ça. Et donc, comment dire, aujourd'hui, il y a quand même 12 539 personnes qui ont ouvert un procès pour demander des dommages et intérêts. Donc, tout ça, c'est en marche. Ça représente une somme de 113 milliards de yens, donc ça fait à peu près 895 millions d'euros, qui viennent se rajouter au coût de toute cette gestion. Donc, tout ça, c'est généralement pas pris en compte, mais pourtant, c'est bien là. Bon, ça reste néanmoins limité si on considère, pour donner uniquement des chiffres officiels, les 99 991 réfugiés. Alors évidemment, il y en a beaucoup plus, mais je me tiens aux chiffres officiels, comme ça il n'y a pas de problème. Et parmi eux, donc on sait qu'il y en a 50 000 qui se sont déplacés à l'intérieur du département de Fukushima. 18 320 résident encore dans les logements provisoires, 30 000 habitent des logements du parc privé dont le loyer a été pris en charge par l'État et 654 vivent dans des logements publics. Donc tous ces gens qui avaient leur loyer pris en charge vont voir toutes ces aides s'arrêter fin mars 2017 et c'est la raison qui les pousse à avoir des actions en justice aujourd'hui. D'accord. Je voulais juste dire par rapport à la décontamination, nous, la CIRAD, on a pu vérifier avec les appareils, sérieusement, que autour d'une maison et dans une maison qui avait été décontaminée, avait fait l'objet de travaux importants sur plusieurs mois, eh bien, quelques mois après, la radioactivité à nouveau était là autour de la maison, etc., parce que elle se déplace en même temps. Dans l'environnement, elle est en même temps fixe et elle se déplace. Et elle suit le vent, les cours d'eau, les ruissellements, etc. Ce qui fait que vous nettoyez un endroit, entre guillemets, en fait décontaminé, c'est ça, mais ça se retrouve recontaminé derrière. C'est un peu le mythe de Sisyphe, quoi. Oui, On va évoquer quand même ce qui se passe au niveau sanitaire, l'état sanitaire des populations autour de Fukushima, avec en particulier les cancers de la thyroïde chez les enfants qui ont augmenté de façon exponentielle. Qu'est-ce qui veut Je veux bien évoquer un petit peu la question, puisqu'aujourd'hui, l'information, encore une fois, est diffusée au rythme des annonces de la commission sanitaire qui est chargée d'effectuer ces tests, dans l'indifférence internationale la plus complète. Et alors ça, moi, ça me laisse toujours
un peu pantoise. Nous en sommes en février 2016 à 167 enfants de moins de 18 ans atteints d'un cancer de la thyroïde ou suspectés de l'être. Donc sur un échantillon de base de 370 000 individus, sachant que petit à petit, au fur et à mesure des tests, ils ont enlevé toute la population qu'ils estimaient ne pas être suspecte de pouvoir développer un cancer, pour un taux naturel, je vous le rappelle, de 1 pour 1 million. Alors ces spécialistes de la commission sanitaire, dans la contradiction la plus complète, affirment toujours qu'il ne... Enfin, c'est un peu plus limité qu'avant, puisque avant ils disaient que c'était impossible d'en déduire que ces cancers développés étaient conséquents du problème nucléaire. Maintenant, ils disent qu'ils ne savent pas, mais tout de même qu'on ne peut pas induire ces cancers aux radiations. Donc c'est toujours assez drôle, en fait, assez pittoresque, ces déclarations. Et l'argument avancé est le surdiagnostic, soit le fait d'un dépistage systématique qui engendrerait la prise de connaissance du nombre de cancers qui n'auraient pas été connus auparavant. Si ce raisonnement est tenable dans le cas d'un dépistage sur l'ensemble du territoire, on ne peut pas le tenir à partir du moment où on ne considère que la population à risque, ce qui est fait dans le cas actuel, puisque l'enquête sanitaire ne concerne que les habitants de Fukushima. Donc une étude sérieuse imposerait de généraliser les tests nationalement et sur l'ensemble des classes d'âge afin de pouvoir effectuer des comparaisons par zone géographique. Mais à l'inverse de ce qu'on pourrait attendre, la Commission, elle, au contraire, s'oriente vers une réduction des contrôles qu'elle estime être trop coûteux et générer un stress chez les habitants. Alors, face à ça, on a fait intervenir en France le professeur Tsuda, qui est épidémiologiste à l'université d'Okayama et qui estime pour sa part qu'il est grand temps de s'alarmer. Lui et son équipe ont repris la totalité des données rassemblées d'octobre 2011 jusqu'en juin 2015. Ils ont mené une étude comparative qui a été publiée dans une revue internationale qui s'appelle Epidemiology, prenant en compte la moyenne connue du développement de cancer de la thyroïde sur l'ensemble du Japon, par classe d'âge et par année, afin de quantifier le rapport de cause à effet entre la pollution engendrée par les isotopes qui sont répandus dans l'atmosphère après l'explosion de la centrale et l'accroissement du nombre de cancers de la thyroïde chez les enfants de moins de 18 ans dans la région. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit donc que si on fait une comparaison avec la moyenne nationalement connue, on en déduit que le taux de cancer de la thyroïde des moins de 18 ans a été multiplié par 50. Dans les endroits où le taux est naturellement faible, on trouve une multiplication par 20 fois le nombre de cancers de la thyroïde. Et dans les localités où le taux était le plus faible, nous n'avons pas encore détecté de cas de développement de cancer de la thyroïde. Donc c'est à peu près là, sur ce point-là, à ce stade-là où on se trouve actuellement. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne, et peut-être Roland, tu peux nous éclairer un peu là-dessus. Enfin, c'est que depuis Tchernobyl, enfin évidemment même avant, largement avant, il y a des études mais innombrables qui ont été faites sur justement les dangers, enfin les risques sanitaires, les effets sanitaires de la radioactivité. Et après Tchernobyl, il y a eu des études par centaines qui ont montré justement cet effet, cette cause. Alors, pourquoi est-ce que les docteurs japonais, pourquoi est-ce que personne au Japon ne semblait être au courant de ça ? C'est pas personne. S'il y a des gens qui étaient au courant. Enfin, il y en a quelques-uns, oui. Mais... Oui, il y en a quand même quelques-uns qui étaient un peu éveillés à ce genre d'études qui étaient faites en Biélorussie, en Ukraine. Nous, la CRERAD, on était présents, on a rencontré des Japonais. Donc, on ne peut pas dire que les Japonais étaient ignorants de tout ça. Simplement, c'est la volonté des autorités. C'est la volonté des autorités japonaises de ne pas regarder dans cette direction-là, évidemment.
Moi, en Tchernobyl, bon, c'était il y a 30 ans, c'est vrai que c'était pas tout à fait... Les choses s'accélèrent, le temps s'accélère, le temps se raccourcit. Mais il a fallu 10 ans pour que les autorités internationales reconnaissent l'excédent de cancer de la thyroïde chez les enfants en Biélorussie, alors que tous les médecins locaux l'avaient déjà vu depuis tout le temps. Ils parlaient d'une épidémie de cancer. Évidemment, c'est pas une épidémie au sens d'une épidémie, c'est-à-dire c'est pas une maladie qui se propage par les contacts. Mais la quantité de cancer chez les enfants explosait tellement que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Mais n'empêche que malgré tout ça, et pourtant l'explosion était si importante que personne ne pouvait la cacher, on a cherché à la cacher pendant 10 ans. Il a fallu 10 ans pour que dans les rapports, on reconnaisse qu'il y a bien un excédent de cancer de la thyroïde à Tchernobyl, mais on a imploré tout un tas de circonstances atténuantes, parmi lesquelles on a dit oui, mais très peu de morts. Bon, pas de chance pour ceux qui sont morts, mais c'est vrai que le cancer de la thyroïde chez les enfants est relativement bien guérissable. Mais n'empêche que quand vous avez été opéré de la thyroïde, vous n'êtes plus une personne comme les autres. Vous êtes, pour votre vie, soumise à des traitements, etc. Donc, on mène pas une vie normale après. On est en vie, ok, on a la chance de s'en sortir, souvent, pas toujours. Hein, il y a des morts, malheureusement. Et ça a été très très long à faire reconnaître. Mais c'est toutes les autres pathologies. Ça, le cancer de la thyroïde n'est le début d'une iceberg. Oui. L'iceberg, il est énorme dessous. C'est toutes les autres pathologies cancéreuses, et aussi les pathologies non cancéreuses qui ont été vues à Tchernobyl, qui ont été niées par les autorités internationales, mais comme Bandajewski, par exemple, les problèmes cardiaques chez les enfants. Aujourd'hui, ça a été, entre guillemets, du bout des lèvres, validé par un certain nombre d'études officielles, mais ce n'est encore pas reconnu dans les impacts officiels d'une catastrophe. Donc il faudra combien de temps encore de bagarre pour faire que toutes ces évolutions des connaissances sur la génétique, aujourd'hui ça bouge beaucoup. Beaucoup de gens voient que on est à la première génération après Tchernobyl et on commence sur les animaux, on l'a bien vu, sur les êtres humains, ça commence à se voir. Donc il va bien falloir qu'à un moment donné, on intègre tout ça. Mais ça dérange, il faut reconnaître, ça dérange. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, peut-être on a encore un petit... On va peut-être ouvrir un peu pour Oui, Cécile, vas-y. Non, je voulais juste essayer de ficeler un peu tout ça et de le mettre en rapport avec ce qui se passe en France aujourd'hui, pour dire que qu'est-ce qui est visé à travers toutes ces politiques à la fois d'acceptation, donc de communication sur le risque, ou le fait de discutailler sur tout ce qui concerne la situation sanitaire, alors que, comme tu le rappelais, depuis bien longtemps, on sait qu'il y a des effets sanitaires du nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on met tellement ça en avant? Eh bien, c'est parce que la situation japonaise, en fait, a pour but de prouver au monde qu'on sait gérer une catastrophe nucléaire, alors que dans les faits, bien sûr, on ne sait pas le faire. Et donc, pour ça, les institutions internationales jouent de tours de prestidigitation via le relèvement des taux de sécurité dits acceptables, afin de permettre la réouverture de la zone d'évacuation que j'évoquais tout à l'heure, au pied de cette centrale qui est en déliquescence au fil du temps. Ça ne va certainement pas aller mieux d'ici demain. Nous, on a toujours des tremblements de terre, bien sûr. On est au Japon, hein, donc ça ne s'est pas arrêté en 2011. Et pour refaire le lien avec tout ça, comment ils ont réussi à faire en sorte que la zone d'évacuation pourra être réouverte? Eh bien, je vous rappelle que le journal officiel de l'Union européenne, le 17 janvier 2014, a bien préparé le terrain en annonçant, j'ouvre les guillemets, sans préjudice des niveaux de référence fixés pour les doses équivalentes, les niveaux de référence exprimés en doses efficaces sont fixés dans l'intervalle de 1 à 20 millisieverts par an pour les situations d'exposition existantes et de 20 à 100 millisieverts aigus ou annuels pour les situations d'exposition d'urgence.
Alors nous, on est toujours dans l'urgence, donc manifestement, le taux de 100 millisieverts pour nous reste acceptable. Et donc, prenant le pas de la Commission internationale de protection radiologique, CIPR, qu'on évoquait tout à l'heure, qui fait référence en la matière, le ministère de l'Environnement japonais soutient, dans un rapport d'août 2014, tout de suite après, qu'en deçà de 100 millisieverts par an, il n'y aurait aucune conséquence sur la santé, aux grandes dames des épidémiologues spécialistes de ces questions. Alors à ce rythme, on peut prévoir qu'il n'y aura même plus de zone d'évacuation lors d'un prochain accident. C'est ça ce que ça veut dire. Et ça permettra de faire chuter encore un peu plus le calcul du coût du risque de l'industrie nucléaire. Et c'est d'ailleurs ce que prévoit le plan CODIRPA. La CODIRPA, c'est le comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle, qui a été élaboré pour la France par l'Agence de sécurité nucléaire en 2005, dont l'objectif était clair, puisqu'il s'agissait de gérer la réhabilitation des conditions de vie dans les zones contaminées. Pourtant, une petite lueur vient de s'allumer, puisque c'est cette même agence qui tire aujourd'hui la sonnette d'alarme, puisque l'allongement de la durée de vie d'un parc nucléaire français qui est déjà vétuste laisse le président de l'ASN lui-même, Pierre-Franck Chevet, pantois, puisqu'il a déclaré, je vous le rappelle, dans un article paru dans Libération la semaine dernière, qu'il estime désormais qu'il faut imaginer qu'un accident de type Fukushima puisse survenir en Europe. Là, j'ai un désaccord sur le fait que M. Chevet découvre ça. Je pense que ça fait partie du processus de communication qui est développé pour à la fois montrer que on est transparent et qu'on s'occupe de vous. Mais tu m'as mangé ma conclusion parce que je voulais parler du CODIRPA. Non, j'en prie. Expliquer qu'effectivement, il ne faut pas croire qu'en France, ça se passera différemment. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Alors, une conclusion rapide chacun. Je suis désolée, même 1 heure, ça passe hyper vite. Je sais pas, Pardon Roland, tu veux commencer ? Mais je sais pas, Cécile, non Ou comme Cécile, mais voilà. On va se faire des politesses. On n'a pas le temps de se faire des politesses. On va dire que malheureusement, c'est vrai que l'accident, la catastrophe, c'est ingérable. C'est hors coût, ce n'est pas assuré, il n'y aura pas d'indemnisation. Et c'est tout ça là, qu'il faut absolument avoir en tête quand on parle du nucléaire aujourd'hui ou demain. Malheureusement, j'ai pas le sentiment que c'est ça qui va faire bouger les lignes. C'est plutôt les histoires de gros sous qui montent dans les caisses des exploitants du nucléaire. Et là, ça va peut-être les faire réfléchir, alors qu'il y a tellement d'autres raisons beaucoup plus graves, je dirais, pour sortir du nucléaire aujourd'hui. En particulier, l'accident en est vraiment une, quoi. Merci Roland. Alors, c'était Roland Desbordes de la CRIRAD. Merci d'avoir été avec nous. Et Cécile, le mot de la fin. Et moi, le dernier mot, je reprendrai un petit peu la logique de Roland, parce que je pense qu'effectivement, c'est certainement les logiques économiques uniquement qui risquent de pouvoir faire bouger les choses. Or là, en même temps, on voit que Areva, avec un déficit de plusieurs milliards d'euros, est toujours soutenu par le gouvernement français, ce qui est vraiment déplorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le problème se trouve dans une obstination qui se tient, qui n'est absolument plus motivable. Et puis pour le mot de la fin, je reprendrai une citation de William Faulkner qui disait « Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé ». Merci beaucoup. Bien. Merci tous les deux d'avoir été avec nous et bon courage à tout le monde. Et voilà. Et autrement, vous pouvez retrouver toutes les émissions du collectif antinucléaire 13 sur Radio Galère depuis 5 ans maintenant. Quelle opinion traité sur notre blog collectif antinucléaire wordpress.com. Merci à tout le monde. Bon courage. Merci à toi Isabelle.